Shadiversity. Tais-toi, espèce de salaud. Bonjour, je suis Shadiversity. Bienvenue dans Pop Culture, analyse des armes. Aujourd'hui, nous parlons de Guts. C'est intéressant car d'habitude, j'analyse les armes des personnages, mais j'ai déjà pas mal parlé des épées super géantes. Et à chaque fois que j'en parle, je mentionne l'énorme épée de Guts, la Dragon Slayer, même s'il commence avec une épée bien plus modeste, si on peut appeler ça modeste, dans l'arc de l'âge d'or. Je n'ai pas encore parlé de sa petite épée dans cet arc, donc j'en parlerai dans cette vidéo, mais je vais surtout me concentrer sur son armure. Et le vieux Guts, il a en quelque sorte plusieurs ensembles d'armures emblématiques, 3 qui me marquent vraiment. Maintenant, si on suit l'ordre chronologique, donc pas l'ordre de publication, je vais parler de son armure de l'âge d'or, puis je vais parler de l'armure du tueur de dragons, et je finirai avec son armure du berserker. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à commenter à ce sujet. Il y a beaucoup de matière sur laquelle on va pouvoir se pencher. Alors, allons-y. Tout d'abord, laissez-moi dire que le manga et l'anime Berserk sont en général beaucoup plus précis en ce qui concerne leur esthétique médiévale que beaucoup d'autres œuvres. Et je parle ici des armes, des armures et de l'apparence générale du monde, pas des éléments fantastiques et tout ça. D'ailleurs, c'est un animé et un manga très sombre. Donc, avertissement concernant le contenu si jamais vous êtes intéressé à y jeter un œil. Ouais, cela dit, même si en général c'est beaucoup plus réaliste, il y a quand même quelques erreurs classiques et intéressantes qu'on retrouve sur l'armure de Guts, des erreurs qu'on voit plus souvent dans la fantasy en général, et je vais les signaler ainsi que les éléments réalistes. Donc pour commencer, regardons l'armure de l'arc de l'âge d'or, puis je donnerai mon avis sur son épée. Comme j'ai déjà parlé de la grande épée Dragon Slayer, regardez mes vidéos sur les épées géantes. Pourquoi elles sont irréalistes, comment les utiliser et s'en servir en combat. Et puis je parle aussi des armes pour les personnes dotées d'une force surhumaine et d'autres sujets, donc j'ai déjà beaucoup abordé ce thème. En général, les armures, vous savez, ça va. Il y a des problèmes, mais globalement, c'est plus authentique médiéval. Par exemple, il porte une cuirasse distincte, un gantelet et des spalières. Tout cela est bien. Son casque est intéressant. Je n'ai pas vraiment... C'est un peu comme une salade, mais pas tout à fait, car les ouvertures des yeux sont bien trop grandes. Ouais, cela dit, il y a des casques qui ont juste une protection nasale et tout, donc les yeux sont tout aussi exposés. Donc, avoir ce genre de protection qui passe sur son nez et qui fait le tour aussi, c'est mieux que rien. Ça pourrait aider à arrêter une coupure qui viendrait comme ça, cette barre-là. Les ouvertures pour les yeux sont très grandes, alors que sur un vrai salet, la fente est très fine. Ils sont conçus pour être portés avec un bivard dans l'armure médiévale. Maintenant, un bivard peut parfois être confondu avec une gorgerin. Donc, une gorgerin est un type de, pièce d'armure en métal qui entoure la partie supérieure de ton épaule. Donc, pas sur les épaules, mais juste autour de la clavicule et du cou, sans dépasser la ligne du cou, pour protéger cette zone. Un bevard possède une attache de gorgerin, mais plus petite qu'une gorgerin historique. Elles sont plus petites et leur attache remonte au-dessus du menton. Et ils complètent très bien un salet, parce qu'un salet, vous savez, il s'arrête. C'est presque comme une hampe, ça s'arrête juste là, d'accord? Mais il s'adapte parfaitement avec un bivard. L'un des problèmes qui se posent quand on a un casque qui non seulement couvre toute la tête, mais l'enveloppe un peu comme l'armée classique, d'accord? Il vient un peu sous le menton et tout ça. Il devient plus difficile de tourner la tête, d'accord? Surtout de l'incliner d'un côté à l'autre. C'est beaucoup plus restrictif en termes d'amplitude de mouvement par rapport à d'autres types de casques, mais c'est vraiment protecteur. Eh bien, la combinaison salade et gorgerin offre une protection complète de la tête, mais comme le haut n'est pas vraiment relié à la partie du bas qui protège le cou et le menton, on obtient en fait une bien plus grande amplitude de mouvement. Donc, ils étaient assez populaires. Bien sûr, il y avait des armettes qui étaient fabriquées avec plus d'articulation autour du cou pour permettre ce genre de mouvement, mais malgré tout, quand on en porte une et qu'elle s'accroche autour de cette zone, cela peut être assez restrictif. Donc le casque de Guts ressemble un peu à une salade mutée sans gorgerin. Alors écoute, il y avait des gens qui portaient des salades sans gorgerin, donc je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé, mais ce n'est pas du tout aussi complet que l'armure que tu voudrais avoir. Cela correspond assez bien à ce design d'armure incomplète, car il manque clairement plusieurs plaques. Ce n'est pas une armure complète, juste une cuirasse, des spalières et d'étranges protections de cuisses, un peu différentes de celles qui existent habituellement. Ce qui lui manque vraiment, c'est une braconnière, d'accord? La braconnière, c'est la partie de l'armure qui se trouve sous la cuirasse, mais l'autre problème ici, c'est que sa cuirasse est trop longue. La tasset est d'autant plus indispensable avec une cuirasse traditionnelle bien faite qui s'arrête juste sous la cage thoracique à l'endroit permettant de se pencher et pivoter. D'accord, c'est là que la cuirasse se termine parce qu'elle est conçue pour avoir l'articulation à cet endroit afin que tu puisses te pencher et pivoter.
Si une cuirasse descend plus bas, quand tu essaies de te pencher sur le côté, elle va s'enfoncer juste là, d'accord? Ce n'est pas bon. Donc, en réalité, les cuirasses ne descendent pas aussi bas que ce que nous voyons avec Guts ici. Mais cela signifie qu'une grande partie de leur nombril est vraiment exposée. Et c'est pour cela que le pli est si important. Maintenant, le pli est fait pour s'évaser sur le côté. Donc, quand tu te penches sur le côté, rien ne s'enfonce et il y a de l'espace, tu sais, entre le bord du pli et ta cuisse. Donc, tu as cette liberté de mouvement. Cela dit, celle de Guts n'est pas aussi horrible que parfois. À mon avis, elle est trop longue, environ 5 cm ou un peu plus, mais ce n'est pas aussi mauvais que d'autres que j'ai vus. Et il y a des reproductions horribles qui descendent jusqu'à la ceinture, tu vois, et ça, ce n'est pas bon. Celles-là sont affreuses. Quand même, la cuirasse est trop longue à ce qu'on voit. Cela signifie aussi que le haut de son nombril est couvert, donc le pli n'est pas indispensable. Pourtant, il a ces trucs bizarres sur les côtés qui semblent remplacer un vrai pli et son aine est complètement exposée. On dirait qu'il porte une coquille, d'ailleurs une sorte de coquille étrange, une coquille lacée. Et elle est reliée à la ceinture de son pantalon, donc tu vois, c'est lacé. Donc, évidemment, ça a l'air d'époque, mais en fait non, ce n'est pas authentique, ou du moins, ça ne me paraît pas authentique. Si tu as déjà vu quelque chose comme ça qui soit authentique, fais-le-moi savoir. À ma connaissance, non. Et tu sais, on aimerait protéger la région de l'aine. Eh bien, c'est ça, parce que ce n'est pas une armure complète, ce n'est pas censé l'être. Donc, il y avait des gens qui avaient juste des pièces d'armure pour certaines parties. Eh bien, cela dit, si tu vas vraiment au combat, tu veux que la majeure partie de ton corps soit protégée. Même s'ils portaient parfois des armures en métal, ils utilisaient généralement un autre type pour protéger le reste du corps. Et c'est ce qui manque ici avec l'équipement de Guts à l'âge d'or. Si tu portes juste une cuirasse ou quelque chose comme ça, tu aurais une cotte de maille en dessous. D'accord, et ce serait un haubert qui descend et couvre les cuisses jusqu'aux genoux. Les hauberts descendent généralement toujours aussi bas, il y a des exceptions, mais en général, tu veux qu'ils aillent aussi bas, et si ce n'est pas un haubert, alors un gambison, une armure matelassée, voilà, l'un ou l'autre. L'un de ces équipements protège très bien. En combat, les zones les plus exposées sont la tête, les épaules, les bras, la poitrine, le haut des cuisses et les jambes inférieures. Ce n'est pas autant exposé, ils peuvent être touchés, mais c'est tellement plus facile de les défendre parce qu'il suffit de les retirer en arrière hors de portée. Tu sais, penche-toi en avant, présente ton arme et tes jambes sont beaucoup plus faciles à protéger. Donc quand tu fais ça, tu sais que ces zones sont couvertes. Donc si tu as juste un gambison complet ou une cotte de maille complète avec un casque, c'est quasiment une protection totale du corps et tu es plutôt bien protégé. Et bien sûr, il y a eu des cas où des pièces d'armure ont été ajoutées. Comme avec la maille, surtout pendant la période de transition, tu vois des morceaux de plaques ajoutés petit à petit à la maille, en commençant, tu sais, par des spalières ou une gorgerin. Tu sais, on a montré les gantelets, puis une protection des tibias, mais elle est moins essentielle que d'autres parties à protéger. Parfois, ils intégraient des plaques à la maille, les rendant partie du maillage, ou bien ils portaient juste la plaque par-dessus. Donc encore une fois, pendant la période de transition, on voit des plaques partielles ajoutées à la maille, et donc ici on voit Guts avec une sorte de plaque partielle, mais il lui manque quelque chose d'essentiel, comme une cotte de maille ou un gambison pour protéger le reste de son corps. Il faisait partie d'une bande de mercenaires, souvent au combat. Qu'il ne porte ni l'un ni l'autre n'est pas réaliste selon moi. Les parties latérales de l'armure sur ses cuisses s'appellent techniquement des tassettes. Ce qui est étrange, c'est que les tassettes sont souvent fixées à une braconnière, même petite. Il y a la braconnière, cette partie évasée après la cuirasse, puis les tassettes qui pendent à partir de là. Avec celle-ci, il n'y a pas de braconnière, ce qui est étrange, et on a juste les tassettes accrochées sur le côté pour un certain style. Au moins, il y a quelque chose de réaliste, même si, évidemment, elles sont un peu trop épaisses, je dois l'admettre. Même si l'entrejambe semble exposée, beaucoup d'armures donnent cette impression, mais on voit souvent une cotte de maille en dessous pour protéger cette zone. Ce n'est pas irréaliste, mais ce n'est pas aussi protégé qu'on le voudrait. Le fait que les tassettes ne soient pas reliées à une braconnière est étrange, mais ce sont des éléments historiques. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que même si l'armure comporte des éléments assez précis, il y a aussi quelques clichés de fantasy. Ça ressemble à ces tassettes attachées aux cuisses. Je l'ai vu dans de nombreuses œuvres de fantasy, car c'est pour protéger les cuisses. Et puis les cuirasses qui sont beaucoup trop longues par rapport à ce qu'elles devraient être. En ce qui concerne les spalières et les gantelets, rien à redire, ils tiennent la route, ils sont bien. Il y a beaucoup de designs différents, bien sûr. Donc oui, il y a de bons côtés et de mauvais côtés avec l'armure de l'âge d'or. Son épée est énorme maintenant. C'est drôle parce que celle-ci est bien plus sobre que son épée tueur de dragon. Et si elle était en fait plus fine que ce qui est réellement dessiné et montré, elle pourrait quand même être utilisable. Elle rentre à peine dans les catégories des grandes épées historiques, mais sa lame est très épaisse.
D'accord, avec une lame plus fine, on peut trouver des épées de cette longueur. La poignée est bizarre, mon Dieu, c'est moche, mais je pense que c'est fait exprès. Bien sûr, c'est censé être une épée de mercenaire, tu vois, elle est juste là pour ça, mais elle est tellement épaisse. D'accord, c'est ce gros morceau d'acier, et ça ajoute juste du poids inutile. C'est l'une des choses qui permet presque de classer la plupart des épées fantastiques. La plupart des épées fantastiques sont juste des objets alourdis inutilement. Elles ajoutent beaucoup d'éléments inutiles, alors qu'une garde, elle, est très fonctionnelle et très importante. Avoir un morceau d'acier aussi gros n'est pas nécessaire, et ici il y en a même deux. On peut en retirer un entièrement. Et puis mince, découpé, et l'épaisseur de la lame est fine, là peut-être, et avec quelqu'un d'aussi fort que Guts, d'accord, ça pourrait rester dans le domaine du fonctionnel. Ensuite, le pommeau devrait être creux, c'est un gros morceau de métal, encore une fois, du poids inutile partout, mais la lame reste tellement épaisse et large. On trouve effectivement certaines grandes épées qui avaient des lames relativement plus larges par rapport à d'autres grandes épées, mais je n'en ai jamais vu une comme celle-là. Mais encore une fois, Guts est fort, d'accord. La façon de se battre dépend. S'il est assez fort et qu'elle fait moins de 10 kg, il peut l'utiliser. Au-dessus de 10 kg, cela devient difficile. Et j'ai vu certaines reproductions de cette épée être fabriquées et elles sont incroyablement lourdes. Non, c'est inutilisable parce que la lame, ils la rendent tellement épaisse, mais c'est ça aussi la solidité structurelle, parce que la lame est tellement longue et large, elle est tellement lourde. Une certaine épaisseur est nécessaire pour éviter qu'elle ne se plie lors d'un usage normal. Voilà mon avis sur l'épée. Passons à l'armure du swordsman noir. Cette armure est plutôt cool, d'accord, et c'est un niveau au-dessus, c'est marrant. La cuirasse semble presque exactement la même que la précédente, si on compare les deux. Une autre chose que je devrais vraiment mentionner à propos de cette cuirasse et de l'autre, c'est qu'il s'agit d'une cuirasse assez plate à l'avant. D'accord, ce n'est pas aussi efficace qu'une cuirasse bombée qui aide à dévier les coups. Elle est toujours en acier, sûrement de bonne qualité. Toutes les cuirasses ou armures n'étaient pas faites avec le meilleur acier. Cela influencerait l'efficacité de la protection et la facilité à la percer. Un coup solide sur la poitrine aurait donc plus d'effet sur lui que si la cuirasse était bombée. On voudrait toujours que ça repose un peu au-dessus de la poitrine, mais ça reste de l'acier, d'accord? Et si vous voyez quelqu'un avec une armure comme ça, ils ne vont pas réfléchir. Eh bien, parce que c'est tellement plat sur le devant que je peux simplement le frapper à la poitrine encore et encore. Non, ils vont toujours viser les ouvertures dans l'armure, n'est-ce pas? D'accord, comme vous le feriez, à moins qu'ils ne soient par exemple à terre, complètement à plat. Si vous aviez quelque chose comme une hampe, une hache d'arme ou une hallebarde, vous pourriez simplement frapper aussi fort que possible. Sur la poitrine, vous n'allez jamais viser directement la poitrine. Parce que c'est une armure, c'est de l'acier. Et donc, même si c'est plat, je ne pense pas que ce soit une raison de dire que c'est complètement irréaliste et inutile. Bien sûr, ce n'est pas inutile. Ça reste une armure. Et il y a aussi les autres parties de l'armure. Je veux dire, j'adore les segments articulés qu'ils ont mis dedans. Ça a vraiment l'air authentique. Par exemple, au niveau du haut des cuisses, c'est là où je trouve que c'est bien fait. Regarde le nombre de couches ici maintenant, j'espère, et c'est là que ce serait acceptable. Si ces couches supplémentaires sont juste des sortes de bandes de métal qui peuvent se replier les unes sur les autres quand ils plient la jambe, ça va, d'accord. Mais si ce sont en fait des plaques plus épaisses et plus longues qui se trouvent sous la plaque principale de la cuisse, c'est comme si on doublait l'épaisseur par 5 plaques superposées comme ça. Non, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je crois que c'est juste, vous savez, une segmentation normale dans l'armure pour aider à bouger une articulation. Bien sûr, ce gros défaut de l'armure est le même que l'autre. Comme la précédente, aucune braconnière n'est visible ici. D'accord, il a une ouverture complète entre le bas de la cuirasse et le haut de ses cuisses, et son entrejambe est exposée, et on ne voit aucun rembourrage sous l'armure non plus. Une autre chose intéressante, c'est l'épaulière ici. D'accord, je ne dis pas que les petites épaulières n'existaient pas avec les cuirasses, elles existaient. Mais quand l'armure est devenue plus sophistiquée, elles avaient tendance à envelopper davantage l'avant et l'arrière pour couvrir l'espace entre la cuirasse et l'épaulière, avec Guts. On voit ici un espace car l'épaulière n'enveloppe pas assez, comme historiquement. Ce n'est pas une inexactitude, mais ce n'est pas aussi bien qu'un vrai design avec une grande épaulière couvrant toute la section. Le reste est bien. Il a maintenant une énorme épée habillée comme ça. D'autres vidéos et certains points évoqués pour l'armure précédente s'appliquent aussi ici, donc inutile de répéter. Sa segmentation en fait une bien meilleure représentation de l'armure de plate de la fin du Moyen Âge. Franchement, c'est plutôt bien, d'accord, c'est plutôt bien. Et maintenant, on arrive au gros morceau, l'armure du berserker. D'accord, regardez-moi ça, c'est génial, vraiment. C'est probablement l'une des meilleures représentations d'une armure de plate complète dans un design de type fantasy qui reste totalement fonctionnel. C'est magnifique, il manque encore un pli. Mince alors. Je veux dire, est-ce que ce gars n'aime pas les plis? Il pense qu'ils aiment ça?
Les plis médiévaux sont l'une des parties les plus essentielles, emblématiques et importantes de l'armure de plate complète. Il faut bien faire le pli, mais sans cela, si on ignore simplement le pli, ce design présente d'excellents points forts. Vous pourriez dire que le pli n'est pas nécessaire car avec la conception segmentée de cette armure, il semble qu'il y ait du métal partout, en reliant la cuirasse et les plaques de jambes ensemble. Et si c'est le cas, regardez, c'est de la fantaisie. Absolument, on peut se permettre ça, donc oui, tout est entièrement connecté. Je retire donc ma critique sur l'absence de pli ici. Cependant, le pli reste plus iconique et standard sur les armures médiévales, mais dans la fantaisie, on peut s'en éloigner. L'avant de l'armure n'est pas bombé, mais allongé vers l'extérieur avec cette pointe, ce qui est super. C'est un peu ça. On combine un design traditionnel, authentique et réaliste du bombement que l'on voit sur les cuirasses médiévales avec un style plus fantasy en le rendant un peu plus pointu. Et regardez ce qu'on voit aussi sur les spalières. Les spalières couvrent désormais entièrement l'espace entre elles et la cuirasse sur les côtés. Tout est là et maintenant c'est même en couche, comme s'il y avait plusieurs spalières superposées, ce qui est inutile. Poise Guts est super fort, il pourrait probablement le supporter, donc des couches supplémentaires signifient une protection supplémentaire. En fait, je pense qu'à cause du style et du type de l'armure de plate, ce sont simplement des pièces segmentées facilitant l'articulation et couvrant plus de surface. Chose intéressante ici, ils ont en quelque sorte fait l'inverse de la Bavière. Cela allait généralement de pair avec un salet car le biseau se plaçait à l'intérieur, le salet s'évasait sur les côtés et le biseau se trouvait en dessous, plus près du menton. Eh bien, ils ont fait en sorte que l'armure remonte sur les côtés et qu'elle enveloppe son salet. Comme dans la fantasy, un casque au design plus fantaisiste repose à l'intérieur de ce genre de biseau qui se trouve maintenant à l'extérieur. Cela offrirait une meilleure protection, mais il y a plus de zones ouvertes, et quand je dis meilleure protection, c'est une meilleure protection que si ce biseau n'était pas là, mais il reste tout de même des zones assez grandes ouvertes. Parce que ce n'est pas fait pour, vous savez, se compléter aussi bien qu'un vrai salet, et bien sûr, le biseau, lui, le fait. Mon avis sur le casque ne concerne que ce style de casque en combinaison avec son armure de Berserker, parce qu'on voit d'autres casques qui enveloppent complètement sa tête. D'accord, c'est plus fantastique, ça ressemble à une tête de loup, ça a l'air féroce et ça protège toute la tête. D'accord. Et la restriction à l'intérieur des casques médiévaux classiques semble être à peu près comparable à celle que tu aurais avec ce type de casque aussi. Donc rien à critiquer là-dessus, mais il a vraiment l'air cool. Il est difficile de voir à quel point la bouche est ouverte, mais sur certaines images, elle l'est assez pour laisser voir la vraie bouche et le menton, une zone à viser. Comme pour les casques, même les petites fentes des yeux étaient des cibles. D'accord, si tu faisais tomber ce gars en armure et le plaquais au sol pour sortir une dague, elle irait droit dans les fentes des yeux. Même petite, c'est une zone vulnérable. Avec une armure complète, laisser la bouche exposée est une grande faiblesse. Mais dans l'ensemble, son armure de Berserker est plutôt cool. D'accord, armure complète. Ça fait plaisir de voir quelqu'un porter une bonne armure complète. C'est correct pour un design fantastique, tout en restant assez réaliste, d'accord, parce qu'elle est bien conçue, elle a une segmentation appropriée et elle a de l'allure, donc voilà. Voici donc mes réflexions et mon avis sur l'armure de Guts, que ce soit celle de l'âge d'or, du Black Swordsman ou de son armure de Berserker. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des avis sur le réalisme ou la fonctionnalité de l'armure de Guts, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. J'adore les lire et bien sûr, j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo, donc d'ici là, au revoir.